je vous souhaite la bienvenue dans notre salle du Conseil en ayant le plaisir de vous saluer tous et toutes et de nous retrouver dans cette séance de travail, même s'il fait pas très très chaud. Donc on va essayer d'être, comme d'habitude, productif et synthétique. Dans la mesure où d'ailleurs, vous l'avez constaté, il n'y a pas de gros sujets, hormis bien sûr les questions, vœux que vous avez soumis. Non, je le dis avec une pointe d'humour, mais en même temps d'attention et de considération. Mais il n'y a pas de délibération on parle pas du PLU, on parle pas des plans de mobilité, on parle pas de. C'est avant tout des subventions qui nous sont proposées, des votes de subventions ou des hommages, bien sûr, importants à un certain nombre de personnalités qui ont travaillé et surtout qui ont habité dans le 6e arrondissement. Et puis il y a les délibérations classiques, cadres sur notamment celles qui servent ensuite à déterminer l'état spécial dévolu au 6e arrondissement. Alors, comme il est de coutume, je voulais vous dire que nous avions reçu le pouvoir de la première adjointe qui m'a confié son pouvoir, qui est exceptionnellement empêché ce soir. Si vous en êtes d'accord, je proposerai à Florence de Vara d'être secrétaire de séance qui bénéficiera du concours de Monsieur Christophe Rioual, et je salue également Monsieur Jean-François Vincent, qui, si Monsieur Christophe Rioual s'évanouissait ou faisait preuve d'un accès de faiblesse, pourrait éventuellement prendre le compte-rendu également in extenso. Je vous propose l'ordre du jour définitif de la séance, vous l'avez constaté, est composé de 26 points. Il nous revient maintenant d'adopter l'extrait de délibération de notre dernière séance qui s'est tenue le mardi 21 juin 2022. Y a-t-il des remarques ? Il n'y en a pas, donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Et nous voterons, je vous proposerai un vote global d'approbation sur l'ensemble des projets relatifs aux affaires scolaires qui ne posent aucune difficulté et qui ont trait à des subventions classiques, subventions de fonctionnement, dotation de fonctionnement dédiées aux établissements scolaires du second degré du 6e arrondissement. Je vous propose donc de démarrer nos travaux en donnant la parole à Madame Bocan, qui va donc rapporter sur le square Ozanam. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Donc la ville de Paris a initié en 2003 un programme municipal Main Verte qui encourage la création de jardins partagés à travers une association. En 2022, la ville en comptait 151 ouvertes au public. L'association Jardin partagé du square Ozanam disposera de 85 mètres carrés dans ce 10 square. Le projet vise à créer des liens à travers une reconnexion à la nature entre les différents habitants du quartier, en incluant surtout les plus sensibles et les plus démunis. L'association s'engage à 2 permanences par semaine, prévues par la charte Main Verte. La convention d'occupation est conclue pour une durée de 1 an renouvelable jusqu'à 6 ans, mais pourra être reconduite. Sa signature relève du conseil d'arrondissement puisque ce jardin est inscrit à l'inventaire des équipements de proximité. Je vous demande donc d'autoriser le maire, Monsieur Lecoq, à signer cette convention pour l'occupation de la parcelle du square Ozanam. Je vous remercie. Demande d'intervention sur ce dossier. Alors, je voulais remercier d'ailleurs l'ensemble des auteurs. C'est une affaire qui avait été lancée il y a 2 ans. On a mis un peu de temps à constituer l'association puisqu'il n'y a plus beaucoup de gens maintenant qui veulent prendre des responsabilités associatives et ça s'insère. On bénéficie de l'appui de la ville pour ce jardin qui sera sans doute opérationnel compte tenu des délais plutôt, je dirais, entre le printemps et l'été prochain. Ça nous permettra sans doute une inauguration au beau jour.
et ça permettra effectivement de s'initier au jardin partagé. Donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Adopté. Et je donne maintenant pour la traditionnelle convention entre la mairie du 6e et l'association Divertimento. Oui, merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, donc il s'agit effectivement d'autoriser le maire à signer une convention permettant l'occupation, alors au sens juridique permanente, non, c'est-à-dire occasionnelle en fait, des salles du conservatoire par l'association Divertimento, qui est en fait l'association qui prend en charge les cours d'adultes, ce qui est donc un complément tout à fait nécessaire et important pour nos administrés, nos habitantes, nos habitants, pour que les adultes puissent aussi continuer à avoir un enseignement artistique de haute qualité, puisqu'en réalité, bien évidemment, ce sont les professeurs du conservatoire qui dispensent cet enseignement. Alors, bien sûr, cette association, comme beaucoup d'autres associations culturelles, a été victime de la crise sanitaire, a connu une certaine baisse de ses effectifs, mais cette année, les inscriptions retrouvent un niveau tout à fait satisfaisant, et ce sera de l'ordre donc de la centaine d'adultes qui vont pouvoir bénéficier de ces cours. Donc, je vous demande de bien vouloir voter favorablement cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. C'est d'ailleurs, il y a tous les types de cours, y compris les chorales d'ailleurs, hein, si je me rappelle bien. Non, il n'y a plus de chorale pour l'instant, car c'était justement impossible en période de pandémie. D'accord. Chorale d'adultes. Après, il y a les chorales dans le cadre du conservatoire, mais chorale d'adultes. Bien, donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Nous passons à la Maison des pratiques amateurs et je vais donner la parole à Madame Berthomier, Iris Berthomier. Merci Monsieur le maire. Alors je vous propose d'étudier une subvention de fonctionnement qui concerne la Maison des pratiques artistiques amateurs. Donc c'est la MP2A qui est située en ce qui concerne le 6e arrondissement à l'auditorium Saint-Germain, dont elle bénéficie donc de la mise à disposition de cet auditorium. Il s'agit d'un établissement culturel créé en 2007. Depuis 2017, elle est déployée sur 5 sites et son objet est de soutenir, valoriser, encourager la pratique en amateur dans tous les domaines sans privilégier aucun genre. Voilà, donc il propose une programmation pour les amateurs, un centre de ressources et de pratiquer différentes disciplines. Le projet de subvention qui nous est proposé donc est d'un montant de 2 217 500 €, avec un complément de 797 000 € après déduction du versement de l'acompte. Je vous propose de voter cette subvention. Merci, ma chère collègue. Il n'y a pas de demande de prise de parole. Madame Kiss. Oui, c'est juste pour regretter qu'il y ait une baisse de cette subvention par rapport à 2021 et pour la 2e année consécutive, alors que le soutien aux pratiques amateurs devrait être une priorité de la ville. On remarque également que la fréquentation augmente tout de même malgré la crise sanitaire par rapport à 2020, mais que la subvention est en baisse depuis cette date-là. Des moyens financiers en moins, c'est aussi des moyens en moins pour attirer de nouveaux usagers. Pour cette raison, je m'abstiendrai concernant cette subvention. Mes chers collègues, alors moi je vais m'abstenir aussi pour d'autres raisons que j'avais déjà développées antérieurement, donc je ne les redévelopperai pas. Mais de toute façon, quoi que vous fassiez, vous serez, cette délibération sera votée en Conseil de Paris. C'est pas une occasion, c'est pas une incitation à ne pas voter. Et effectivement, notre collègue Madame Hervieux étant membre du conseil d'administration de la Maison Pratique Amateur en sa qualité de conseillère de Paris, je crois, elle me l'a fait savoir à l'instant, elle ne prendra pas part au vote. Elle sera en NPPV. Pour que c'est le classique phénomène de déport, si vous voulez, que l'on doit tous respecter dans tous les. Voilà. Alors, donc,
Qui ne prend pas part au vote? Madame Hervieux. Voilà. Qui s'abstient? Non, mais vous faites... qui vote contre? Monsieur Passlec, Monsieur Flaubert. Donc, et qui vote pour? Voilà. La délibération est adoptée et vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, en quelque sorte, sur cette délibération. Je vous remercie. Donc, c'est bon, vous avez tout? On va faire s'abstenir Madame Chantal Lambert-Buras, elle va s'abstenir avec moi. C'est bon? Oui. Madame Bertoni, pardon. Elle a voté favorablement. Parfait. Nous passons aux hommages, mes chers collègues, et nous avons une première plaque commémorative en hommage à Marcel Dupré. Je donne la parole au maire adjoint chargé de la culture et de la communication. Oui, merci. Monsieur le maire, donc j'ouvre cette série d'hommages et donc de plaques commémoratives qui vont être apposées en différents lieux de notre arrondissement. Là, il s'agit d'une plaque en hommage à Marcel Dupré, rue Le Verrier, 13 rue Le Verrier. Alors Marcel Dupré, effectivement, était un très très grand organiste, un très grand musicien, un très grand compositeur. Il est né à Rouen en 1886 et il a donc été très jeune nommé organiste à Rouen, en l'église Saint-Vivien. Il vient ensuite à Paris où il obtient en 1905 le premier prix de piano au Conservatoire de Paris. Et il est nommé, et c'est là où nous sommes directement concernés, suppléant du grand Charles-Marie Widor, du très très grand compositeur et organiste, au Grand Orgue de Saint-Sulpice. En 1914, il obtient le premier Grand Prix de Rome pour une composition musicale, pour une cantate. Il remplace temporairement pendant 6 ans Vierne au Grand Orgue de Notre-Dame de Paris et succède alors à Widor, à Saint-Sulpice, fonction qu'il occupe de 1934 jusqu'à son décès. C'est, pour vous montrer le talent de ce musicien, c'est en 1920, au Conservatoire, qu'il a joué de mémoire, l'intégralité des œuvres pour orgue de Bach. Ensuite, il a donné toute une série de récitals, de concerts, notamment en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, etc., etc. Je ne m'attarde pas. Il prend ensuite une nouvelle fonction, celle de directeur du Conservatoire national de musique de Paris, de 1954 à 1956. C'est en 1956 qu'il est élu à l'Institut, à l'Académie des Beaux-Arts, dans la section de la composition musicale. Il a été le professeur de très grands musiciens, de très grands organistes, et parmi eux, excusez du peu, Olivier Messiaen et Pierre Cochereau, qui sont vraiment des noms extrêmement célèbres dans la musique contemporaine. Il décède enfin en 1971 à Meudon, après avoir joué le matin même en l'église Saint-Sulpice. Donc vous avez le texte de cette plaque. Je termine en le rappelant pour ceux qui n'ont pas sous les yeux. Ici a vécu Marcel Dupré, donc bien sûr rue Le Verrier, 1886-1971, compositeur, premier Grand Prix de Rome, directeur du Conservatoire de Paris, membre de l'Institut de France, concertiste international, titulaire des grandes orgues de Saint-Sulpice de 1934 à 1971. Je vous demande donc, mes chers collègues, de bien vouloir voter favorablement cette apposition d'une plaque. Le maire, Monsieur Comet. Oui, merci, monsieur le maire. Je ne contesterai pas les mérites de Marcel Dupré. Je m'interroge par contre sur le fait que nous recevions 4 projets de plaques dont nous n'avons jamais entendu parler, qui sont arrivés, dont nous avons pris connaissance lorsque les documents nous ont été envoyés pour ce conseil d'arrondissement. Donc nous les découvrons en séance. Donc je voudrais mieux comprendre comment fonctionne cette décision ou ces décisions d'attribution de plaques et comment on pourrait être
prévenus un petit peu plus en amont. J'ajoute d'ailleurs que ça pourrait être intéressant éventuellement d'impliquer les conseils de quartier ou minimum de les impliquer une fois que les plaques seront apposées. Mon cher collègue, oui, alors c'est une prérogative de la mairie de Paris, c'est donc l'adjointe à la mémoire qui est compétente, et vous avez au sein de la mairie de Paris ce qu'on appelle une commission de dénomination des voies et rues, où chaque groupe politique est représenté, et qui propose, si vous voulez, des hommages différents. Et là, les hommages sont suscités soit par des associations, soit par des particuliers, soit tout simplement par les services de la ville de Paris qui recherchent des personnes qui n'ont pas été honorées au cours des dernières années. Et là, l'accent est mis, on l'aura constaté depuis un certain nombre de temps, sur, par exemple, un certain nombre de femmes qui, notamment, avaient tendance à être un peu oubliées. C'est comme ça qu'on a été amené à accoler, si je me rappelle bien, dernièrement, à une rue du 6e arrondissement, le nom d'une épouse. C'était d'ailleurs la rue près du jardin de l'Observatoire, si je me rappelle bien. De l'autre côté. Oui. Et c'était un astronome, Le Verrier. Non, c'était pas Le Verrier. Non, c'était pas Le Verrier. C'était comment? Herschel. Voilà. C'était un astronome qui avait travaillé avec, si je me rappelle bien, une de ses proches et sa sœur, et on a effectivement réhabilité la mémoire de sa sœur en mettant effectivement son nom, son prénom accolé à celui de son frère, etc., etc. Donc voilà. Alors après, ce qu'on pourra peut-être faire, si vous voulez, parce que moi je suis toujours pour l'information la plus complète, c'est quand on recevra la commission, quand on recevra les propositions de la commission de dénomination, c'est qu'on la fasse tourner, mais chers collègues, je dirais que ça, c'est à la limite, c'est la majorité municipale qui doit mieux informer ses élus, hein, donc, et c'est l'adjointe avec lequel nous avons les meilleures relations possibles qui détermine effectivement, au final, qui fait les arbitrages et ensuite qui détermine le protocole quand la plaque est inaugurée ou lorsque, effectivement, c'est une dénomination de rue. Après, il peut y avoir aussi des dénominations dans les espaces verts. C'est ce qui a été fait dans l'ancienne mandature où il y a plusieurs allées des jardins observatoires qui ont reçu le nom de personnalités. Florence de Barra. Je voudrais juste ajouter aussi que parfois c'est aussi à l'initiative des conseils de quartier. Récemment, il y a une plaque commémorative qui a été apposée rue Bréa pour Kiki de Montparnasse, oui, à l'initiative du conseil de quartier Notre-Dame-des-Champs. Oui. Et là, Kiki de Montparnasse est particulièrement honoré, puisque je crois savoir qu'il y avait une autre plaque dans le 14e arrondissement, mais comme Montparnasse est à cheval sur le 6e et 14e, et que Kiki de Montparnasse était une femme particulièrement alerte, elle a droit à un hommage, je dirais, un hommage émanant du 6e et du 14e arrondissement. Voilà. Mais après, pour vous répondre, pour compléter, Bertie Albrecht, bien évidemment, chacun la connaît. Jeanne Sivadon, on ignorait effectivement son importance, donc c'est une bonne chose. Louise et Michel Léris, c'est un peu différent. Et Hélène Bessette, j'ai découvert son apport à la littérature française. Vous voyez, Mes chers collègues, nous poursuivons l'examen de ces hommages et je vais donner la parole à Claude Ribes qui va rapporter sur Jeanne. Alors, on n'a pas voté, oui, pardon. Donc, si vous êtes d'accord pour la plaque Marcel Dupré, merci, unanimité. Donc, je donne la parole à Claude Ribes pour Jeanne Sivadon et Bertie Albrecht. Oui, il s'agit donc de voter pour apposer une plaque au numéro 1 de la rue Princesse en hommage à Jeanne Sivadon et Bertie Albrecht, mais pas seulement. C'est pour ça que cette plaque est particulièrement pertinente. On rend également hommage au réseau Combat, auquel elles ont apporté, et l'une il a sacrifié sa vie
un soutien très actif. Et puis aussi, il y a une autre raison qui est, à mon avis, très intéressante, c'est que le 1 de la rue Princesse a été le siège d'une institution méconnue, qui était l'école des surintendantes d'usine à Paris. Et il se trouve que Jeanne Sivadon était directrice de cette école. Alors, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais je me permets simplement de dire que ces surintendantes d'usine, c'était des femmes qui, à partir de 1917, ont été chargées des services sociaux dans les usines, puisque la Première Guerre mondiale avait amené, bien évidemment, les femmes à jouer un rôle majeur dans les usines, les hommes étant partis au front. Et on s'est intéressé très tôt, en tout cas en 1917, à la condition des femmes dans ces usines. Et on avait créé ce poste de surintendante d'usine pour améliorer la situation des femmes qui avaient donc remplacé ces hommes. Et une école a été créée en 1917 pour former ces surintendantes d'usine qui étaient en quelque sorte les pionnières de la gestion des risques professionnels et qu'aujourd'hui on appellerait les conseillères du travail. Donc c'est au 1 de la rue Princesse, si j'ai bien compris, que se trouvait cette école. Et moi-même, je ne le savais pas. Et je trouve que cet hommage est particulièrement justifié. Hommage aux femmes, hommage aux femmes qui se sont investies dans la Première Guerre mondiale, mais aussi hommage aux résistants, pas seulement à ces deux femmes, Jeanne Sivadon et Berthier Albrecht, mais aussi, et ce sera bien dit dans la plaque, à Robert Guédon, qui a joué aussi un rôle dans le réseau combat, donc il n'y a pas de doute, je ne peux que proposer de voter favorablement pour ce projet de plaque commémorative très légitime. Chers collègues, y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas, donc nous votons unanimité. Je vous remercie. Nous passons maintenant à Louise et Michel Léris, 53 quai des Grands Augustins. Je donne la parole à notre collègue Séverine de Comprégnac. Merci, monsieur le maire. Louise et Michel, donc. Amis de Max Jacob, Ravel, Satie. Michel est un écrivain marqué par son temps. Il est marxiste, ethnologue. Et il a laissé une œuvre immense, monumentale. Il côtoie pendant et à la fin de la guerre les Sartre, les Beauvoir, les Lacan, les Camus. C'était ce qu'on appelle un écrivain engagé. Lutte contre l'impérialisme, le colonialisme, défenseur du peuple juif, défenseur du peuple arabe. Il a une magnifique écriture, même si comme ethnologue, on pourrait dire aujourd'hui que les mots qu'il utilise sont difficilement employables aujourd'hui. Je vous invite à aller lire quelques lettres d'Afrique qui peuvent nous paraître aujourd'hui très choquantes. Mais clairement, ils participent, et tous les deux, Louise aussi, au bouillonnement et à la richesse culturelle du 6e. Donc la position de cette plaque pour moi et pour ce personnage qui, selon ce qu'on lit de lui, pourrait être décrié par les uns ou selon par les autres, devrait contribuer à regarder l'histoire telle qu'elle est, sans la juger, sans la faire nôtre, et à tout le moins toujours la replacer dans son contexte. Louise, quant à elle, était une galeriste très connue, qui a très très largement contribué à la diffusion d'œuvres très importantes, à commencer par Picasso. Voilà, donc couple célèbre, très important dans la vie culturelle. Je vous invite à voter pour la position de cette plaque. Bon, en l'absence du maire, je vais prendre le relais. Alors, je vais en profiter pour dire que je pourrais voter oui pour Madame Léris et puis non pour Michel Léris parce qu'il avait signé un appel à l'insoumission pendant la guerre d'Algérie. Dieu sait si je n'étais pas moi pour l'Algérie française, mais enfin tout de même appeler à l'insoumission, c'est quelque chose qui est un petit peu particulier. Donc je m'abstiendrai. Et voilà le maire qui revient, donc on va lui laisser le soin de demander les votes, mais je peux peut-être... Donc on peut, à moins que quelqu'un veuille intervenir d'autre. Alors, y a-t-il d'autres interventions que celle de Monsieur Passlec? Il n'y en a pas, donc je vous propose de voter. Donc, qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Moi, je m'abstiens aussi. Qui vote contre? Qui vote pour? Adopté à la majorité. Je vous remercie. Nous poursuivons l'étude des hommages et nous passons maintenant à Hélène Bessette. Et je donne la parole à Claude Ribes. Alors Hélène Bessette,
pour laquelle nous avons aussi une plaque qui est prévue, qui est proposée par la Direction des Affaires culturelles et bien sûr la mairie centrale. Et c'est une écrivaine qui est relativement méconnue, mais qui fait aujourd'hui l'objet, comme le rappelle bien la note qui m'a été remise, d'une recrudescence d'intérêt. Et c'est pas parce qu'une écrivaine n'a pas eu de son vivant le succès qu'elle méritait, qu'elle n'est pas intéressante, bien au contraire. Alors celle-là a consacré toute sa vie à la littérature, elle a été publiée, il y a eu de nombreuses œuvres, je ne vais pas entrer dans le détail, aux éditions Gallimard. Elle a abandonné une carrière d'institutrice pour se consacrer entièrement à la littérature, et elle a vécu dans un relatif dénuement, son point d'attache, si j'ai bien compris, à Paris étant principalement le numéro 24 de la rue du Regard, donc ça justifie qu'il y ait une plaque à Paris, et ça explique que on précisera sur la plaque qu'elle a vécu dans une chambre au 6e étage, qui est pas tout à fait courant quand on met une plaque, mais bon, voilà, elle vivait modestement, et c'est là qu'elle a conçu une partie de son œuvre. Alors j'ajoute aussi qu'il y a un autre lien avec le 6e arrondissement. Elle avait obtenu quand même le prestigieux prix Caz, qui récompense, si ma mémoire est bonne, depuis 1935 les écrivains prometteur, et elle l'a obtenu en 1954, qui était une excellente année. Je pense que personne ici ne dira le contraire. Elle m'est particulièrement chère cette année-là, et je ne suis pas le seul dans cette pièce. Ceci étant, je propose bien évidemment pour Hélène Bessette de voter favorablement, romancière, initiatrice du courant du gang du roman poétique, qui a vécu dans une chambre au 6e étage de l'immeuble du 24 de la rue du Regard. Chers collègues, y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Nous poursuivons nos travaux et je donne la parole à notre collègue Charles Flaubert qui va rapporter sur 2 cinémas du 6e arrondissement. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, il nous est donc proposé d'approuver une subvention d'investissement pour 6 cinémas parisiens, en l'espèce 2 cinémas qui concernent le 6e, 2 cinémas qu'on connaît bien. Tout d'abord l'Action Christine, rue Christine, comme son nom l'indique, qui est tourné notamment vers le cinéma américain, et le cinéma Saint-André-des-Arts, qui est rue Saint-André-des-Arts, notamment à l'angle avec la rue Gilles-Coeur. Voilà, écoutez, on a 2 subventions de 10 000 € qui nous sont soumises, des subventions pour rénovation. Le budget global est de 165 000 € parce qu'il y a des subventions plus importantes pour d'autres cinémas, notamment la création d'une salle dans le 10e arrondissement pour un autre cinéma. Donc 2 subventions pour l'Action Christine et le cinéma Saint-André-des-Arts. Je vous propose donc de voter favorablement à cette demande de subvention. Merci. Merci, chers collègues. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. C'est donc vous l'avez compris, une délibération différente de la délibération classique sur les subventions de fonctionnement. Là, c'est effectivement pour favoriser l'accessibilité dans le cadre de travaux qui vont être entrepris. Je vous propose, nous avons voté là, pardon. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Nous passons maintenant aux délibérations d'ordre financier et sur la détermination du cadre de référence de la répartition pour 2023 de la dotation d'animation locale et de la dotation de gestion locale. Je donne la parole à notre ministre à Paul Maria, conseiller d'arrondissement délégué. Bonsoir Monsieur le maire, mes chers collègues. Avant de discuter des dotations d'investissement proprement dites, ce qui sera le point suivant, il nous est demandé de nous prononcer sur le cadre de ces dotations et donc du cadre de référence pour les dotations qui vont financer les activités culturelles et les travaux d'urgence et les dépenses de fonctionnement liées à la gestion des équipements du 6e arrondissement. Donc la clé de répartition, sans vous entrer dans tous les détails, la clé de répartition est la suivante.
Il s'agit d'une part d'une dotation qui est forfaitaire par arrondissement, donc ça c'est facile, jusque-là tout va bien. Ensuite, une partie de la dotation est liée d'une part à la démographie de l'arrondissement et d'autre part au revenu du premier décile, c'est-à-dire du revenu des habitants du 6e arrondissement qui sont dans le premier revenu de référence de l'impôt sur le revenu. Et enfin, une part de cette dotation est calculée en fonction du nombre d'élèves de l'enseignement primaire dans l'arrondissement pour une raison que l'on imagine qui est que ces financements viennent couvrir les dépenses de fonctionnement et des établissements publics de l'arrondissement. Donc, si jamais il y avait un différend entre le Conseil de Paris et l'arrondissement sur cette clé de répartition, il y a un plan B, mais que je vais vous épargner si nous considérons que nous pouvons valider ce prorata pour la dotation liée à cette répartition des dépenses d'animation de la vie locale. Donc je vous propose, mes chers collègues, de voter favorablement pour cette clé de répartition. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Donc, qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Je m'abstiens, comme je le fais chaque année. Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie, mes chers collègues. Adopté à l'immense majorité des votants. Sur les deux délibérations suivantes, je vous propose de pratiquer très rapidement, parce que vous savez que c'est des délibérations qui sont proposées chaque année. La délibération cadre investissement, c'est le point 12. Ça nous permet, ça n'a pas toujours été le cas, mais de pouvoir engager des fonds sur des opérations relevant d'équipements non inscrits à l'état spécial. Ça nous donne des possibilités supplémentaires d'investissement. Donc je vous propose de l'adopter, c'est une faculté supplémentaire. Après, il faut que les devis soient faits, il faut que les opérations soient programmées. Tout ça nécessite une bonne coordination entre les différents services. Donc si vous êtes d'accord, sorte de murmure d'approbation, je vous remercie. Et puis l'inventaire des équipements de proximité, ça c'est la liste des équipements qui ressortent de l'inventaire spécifique de l'arrondissement. Et cette année, nous avons quelques éléments relevant du patrimoine arboricole, paysager, qui ont été ajoutés, mais qui ne modifient pas fondamentalement les choses. Les équipements, les autres grands équipements, vous les connaissez, la bibliothèque André Malraux qui va rouvrir le 30 septembre, le conservatoire, etc., les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les crèches, étant entendu que les équipements associatifs, les crèches associatives, elles ne relèvent pas de l'équipement, même si elles sont financées largement par la mairie de Paris et par la CAF. Donc, je vous propose de valider cet inventaire que vous avez bien sûr dans les documents qui vous ont été transmis. Donc d'accord, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Mais si on votait contre l'inventaire, ça serait voter un peu contre nous-mêmes. Voilà. Donc là, même si on a quelquefois envie de s'abstenir, là, on peut pas s'abstenir. Ou alors vraiment. Je vous propose de passer maintenant au point 14 de l'ordre du jour et une subvention importante par son montant et par son objet, c'est l'association Passerelle Assist Aidants. Je donne la parole à Florence Devara. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Nous sommes donc sollicités pour le vote d'une subvention pour l'association Passerelle Assist Aidants. Qui d'ailleurs, je le rappelle, a été créée par notre ancienne collègue Martine Olagnier. Dans le cadre de l'aide à la vie des seniors, cette association située et très active dans le 6e arrondissement a mis en place un système novateur destiné à soutenir de façon personnalisée les aidants familiaux en faisant intervenir à leur domicile une équipe pluridisciplinaire de professionnels diplômés en fonction de leurs besoins propres. Cela permet ainsi d'améliorer la qualité de vie des familles. Elle communique aussi des informations sur les différents dispositifs de prise en charge et oriente les aidants familiaux vers des solutions adaptées.
Compte tenu de l'originalité, de la qualité et du sens de cette démarche, je vous invite à voter favorablement, comme l'année dernière, l'attribution d'une subvention d'un montant de 40 000 € à cette association afin qu'elle puisse poursuivre et même développer ses actions. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. C'est bien sûr un sujet qui nous concerne tous ou qui nous concernera tous. Donc, je vous propose de voter cette délibération, sauf si un certain nombre de personnes voulaient intervenir. C'est d'ailleurs une action qui a été mise en place à Paris grâce effectivement à la collaboration, et le 6e dans cette affaire grâce à la collaboration et l'amitié personnelle existant entre Dominique Versini et Martine Olanier a beaucoup facilité les choses. Je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. La délibération est adoptée. Donc, ah oui, pardon, j'ai passé au vote global d'approbation, mais nous avons des subventions pour le soutien aux associations vélo. Je donne la parole à notre collègue Ariel Bocan. Oui, donc Monsieur le maire et chers collègues, je vous propose de voter les subventions de fonctionnement à 15 associations vélo pour un montant de 171 000 €. Et on parlera spécialement de l'association Mieux se déplacer à bicyclette, puisque c'est avec cette association que nous avons organisé la bourse au vélo et que nous souhaitons recommencer l'année prochaine. Et cette animation a été organisée, je tiens à le préciser, grâce au conseil de quartier. Je vous demande donc de bien vouloir voter favorablement cette subvention de 171 000 €. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, ma chère collègue. D'ailleurs, on en profitera pour refaire on essaiera de refaire une bourse au vélo au printemps prochain, peut-être au mois d'avril ou au mois de mai. Normalement, on avait jonglé un peu avec la date des élections, donc normalement en 2023, on devrait être à peu près tranquille, mais après, on ne sait jamais. Et on essaiera aussi de faire un comité, là je le dis pour le directeur de cabinet, on tâchera de faire un comité vélo aussi avant la fin de l'année. Comme on en fait un par an, de mémoire on le fait toujours en novembre pour faire un peu le point sur les. Alors après ça nécessite un contact avec la mission vélo pour savoir si la mission vélo a des points définitifs. Je pense notamment au boulevard Saint-Michel. Chers collègues, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. J'ai également signalé, vous avez signalé, ma chère collègue, que vous avez parlé du Vélo Club Saint-Germain-des-Prés aussi. Hein. Non. Non. Alors le Vélo Club Saint-Germain-des-Prés existe. Hein, c'est une association du 6e arrondissement qui a une aide en sa qualité d'association sportive. Exactement. Là, on la retrouve pas là, mais elle est une aide Après, c'est au titre des sports, puisque ce sont des sportifs qui font beaucoup de vélo ensemble, mais ils n'ont pas une action, si vous voulez, en direction du public, comme l'ont, par exemple, l'historique MDB, bien connu de tous les cyclistes et amateurs de cycle. Mes chers collègues, nous poursuivons nos travaux et je vais maintenant donner la parole à Madame Kiss si elle veut revenir sur le vœu qu'elle a déposé. Ou si, comme vous voulez. Hein. Oui, il y a juste le vœu global d'approbation avant dans votre ordre du jour, mais bon, peu importe. Oui, c'est un vote, je l'ai dit, oui. C'est un vote global d'approbation, sauf des approbations sur un... Oui, donc mon vœu a pour but de protéger un maximum d'arbres. Donc je ne reviendrai pas de façon étendue sur le projet d'aménagement du 110 rue de Vaugirard. Je voudrais insister sur le fait qu'il y a un consensus général qui s'exprime de plus en plus pour dire qu'il faut protéger les arbres et en particulier les arbres anciens, qu'on ne peut pas les remplacer comme ça en plantant un arbre par-ci, un arbre par-là, que les arbres anciens ont un but à la fois pour lutter contre la pollution de l'air, mais aussi pour la beauté, et qu'il faut les protéger. Quand on voit les interventions au Conseil de Paris, on se rend compte que, en fait, quasiment tous les groupes, y compris Changer Paris, sont d'accord là-dessus. Donc, ce vœu a pour but de demander à la ville de Paris de demander
avec le porteur de projet, de réexaminer son projet pour que les arbres ne soient plus une variable d'ajustement, mais qu'on en préserve un maximum. Voilà en fait, en résumé, le but de ce vœu, qui va également avec le PLU bioclimatique et toutes les considérations qu'il y a actuellement de plus en plus pour la protection des arbres et pour le bien-être des habitants, les deux étant liés. Merci, ma chère collègue. Alors, j'ai bien compris le sens de votre vœu. Malheureusement, je ne pourrais pas y donner une suite favorable. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez déclaré sur la préservation des arbres. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'effectivement, les arbres en pleine terre, les jardins, c'est effectivement les îlots de fraîcheur les plus remarqués, les plus remarquables. Les arbres d'alignement, c'est beaucoup plus difficile, ils souffrent beaucoup plus, etc. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas les entretenir. Après, dans cette affaire, nous avons, ne l'oubliez pas, d'ailleurs, je vous le dis, puisque malheureusement, c'est un projet qui a été beaucoup bloqué par des recours qui sont maintenant levés, d'ailleurs. Je vous annonce que les permis sont définitifs, puisque votre vœu m'a permis de faire un point avec notamment les opérateurs et notamment le diocèse qui est porteur de ce projet, qui d'ailleurs a été réavalisé par le nouvel architecte, agréé, également appuyé par la mairie de Paris. Le jardin de 4000 m² sera à terme ouvert au public. Ce qui n'était pas le cas dans le projet initial. Vous aviez uniquement un passage un passage vert qui devait, mais séparé du jardin par des grilles qui devaient permettre à, je veux dire, une circulation piétonne générale allant de la rue de Vaugirard jusqu'à la rue du Cherche-Midi. Mais maintenant, on a progressé et il y a une négociation qui est en cours, enfin une négociation ou plutôt une discussion entre la direction des espaces verts et le diocèse, et on s'oriente à terme vers une ouverture au public des 4000 m² dans un... Alors bien sûr, sans doute, vous savez, ensuite, ça sera pas ouvert la nuit, ça sera ouvert dans des proportions raisonnables, mais ça sera quand même une ouverture qui sera quand même une ouverture assez forte, forcément, peut-être pendant au minimum une dizaine d'heures, avec ensuite des périodes calendaires analogues à celles que nous connaissons, tant pour le Jardin de Luxembourg que pour les autres espaces verts. Et donc, le problème, c'est que, moi, je ne sais pas s'il y aura de nouvelles portes ouvertes, je pense qu'il y en aura prochainement, parce que le chantier ne va pas démarrer sans doute avant le début de l'année 2023, avec sans doute des effets collatéraux sur la circulation de Vaugirard. Il faudra bien sûr revoir un certain nombre de choses, puisque l'accès des camions se fera par la rue de Vaugirard. Il y a eu le jardin est en très mauvais état, et les arbres, beaucoup d'arbres sont en très très mauvais état. Donc on peut pas imaginer d'ouvrir au public un jardin avec des arbres en mauvais état qui risqueraient de tomber sur les personnes. C'est pour ça que le service de l'arbre est déjà intervenu et a déjà donné des préaccords, mais il y aura encore une intervention du service de l'arbre qui est, vous le savez, une sorte d'autorité indépendante au sein de la direction des espaces verts et qui peut, en fonction des analyses faites, dire cet arbre est en mauvais état, il faut l'abattre. Alors, le diocèse m'a fait passer l'information et comme ça figurera au procès verbal, actuellement, dans le jardin, sous réserve de vérification, il y aurait 121 arbres. Ce qui paraît immense d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas des arbustes d'ailleurs? Parce que 121, ça me paraît beaucoup. Mais bon, ça me paraît beaucoup. Mais donc sous réserve de 52 d'entre eux seront conservés. Donc après, il faut savoir effectivement si dans les arbres il y a des arbustes et si ce qui est conservé, ce sont des arbres de haute tige ou des... Et 140 nouveaux arbres seraient plantés. Donc ça ferait 192 au total, si vous savez compter comme moi. Donc 44 arbres fruitiers. Vous voyez que c'est absolument considérable. Mais bien évidemment, il faudra affiner les choses et je pense que l'année 2023 sera déterminante dans cette affaire puisque on peut penser en réalité, d'après les informations que j'ai, on aurait sans doute un début de chantier en fin d'année, pas avant la fin d'année de 2023. Donc ça nous donnera l'occasion d'en reparler, de faire éventuellement de faire une communication
par l'opérateur, parce que jusqu'ici on a beaucoup parlé de cette affaire sans que l'opérateur lui-même, le diocèse, interviennent. Et à partir du moment où c'est une opération privée, mais avec une forte connotation d'intérêt général et d'intérêt public, il est bon effectivement que les personnes, que les partenaires se manifestent. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais sans ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Il faut davantage protéger les arbres et ça s'applique à tout le monde. Et vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, dans le PLU bioclimatique, on va d'ailleurs revenir sur la notion d'EVIP au sens large. Arrêter de faire ce qui a été fait au cours des dernières années, où on a, dans un certain nombre de cas, je pense qu'il n'y a pas eu trop de cas dans le 6e arrondissement, j'en ai pas souvenance, tourner un peu la notion des VIP, accepter qu'il y ait des constructions sur une petite partie des EVIP, à condition qu'on reconstitue ailleurs le bout de jardin qui avait été construit. Là, on va rester vraiment sur la pleine terre. Et ça veut dire que effectivement, ça peut modifier d'ailleurs les règles notamment de profondeur. Il y a une règle des 15 mètres qui a des conséquences en matière de construction, notamment au cœur d'îlot. C'est-à-dire que car on le sait, ces EVIP sont souvent au cœur d'îlot. Voilà ce que je voulais vous dire. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Rapidement, Monsieur le maire, une petite explication de vote pour nous avec François Commet. Donc on s'abstiendra sur le vœu parce que dans le fond, on est tout à fait d'accord avec ce que disait notre collègue. Mais c'est vrai que le chantier a déjà pris beaucoup de retard et globalement, on fait quand même confiance au service de la ville de Paris pour aller dans le sens de la préservation d'un maximum d'arbres, sauf ceux qui seraient effectivement mal en point. Donc voilà, en tout cas, on se réjouit vraiment de ce chantier. Ce sera 1 an de travaux avec des travaux conséquents en effet. On est vraiment heureux parce qu'on a un quartier très minéral, comme on le sait tous, et donc de voir ce nouvel espace vert, en plus ouvert au public. Vous nous apprenez, Monsieur le maire, que les 4000 m² seront ouvertes au public, donc c'est une bonne chose. Et donc voilà, de ce point de vue-là, on préfère s'abstenir sur le vœu de notre collègue. Merci, ma chère collègue. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de voter en vous remerciant, chère Antoinette Kiss, d'avoir posé la question. Ça m'a permis de répondre, de donner des informations, parce que c'est un dossier qui est évolutif. Et comme l'a dit Céline Hervieux, c'est un dossier qui a pris beaucoup de retard. J'espère d'ailleurs qu'il sera achevé avant la fin de la mandature, puisqu'on part pour au moins 24 mois de travaux. Au moins 24 mois de travaux. Compte tenu des surcoûts, il y a des surcoûts, il y a des problèmes de matériaux, il y a des problèmes généraux. Et c'est un chantier qui peut nous réserver des surprises. Donc, Madame Kiss, oui. Je voulais juste dire que je ne comprends pas très bien pourquoi tout le monde est d'accord, en effet, pour préserver les arbres, mais pourquoi personne ne vote ce vœu qui demande juste que le porteur de projet revoie son projet afin de préserver au maximum, dans la mesure du possible, les arbres qui ne sont pas malades. Voilà, juste pour dire ça. Oui, mais bien sûr. Mais vous pouviez le retirer aussi au vu de ce que nous avions dit. Puisque, de fait, le projet va être examiné, il y aura à nouveau le service de l'arbre va passer, donc ça va se passer dans les, je dirais, selon toutes les règles existantes. Et vous comprenez aussi qu'on ne peut pas demander à un porteur de projet de conserver, même temporairement, des arbres en mauvais état. Ça ne concerne pas les arbres en mauvais état, mais les arbres qui risquent d'être coupés, qui ne sont pas en mauvais état, juste pour aménager le projet. Oui, mais il y en a, d'après mes informations, une vingtaine. Pardonnez-moi, ça ce sont des informations qui ont été distillées par une voisine située dans l'immeuble voisin du 112 rue de Vaugirard et qui était hostile au projet. Ça, et qui a été relayée d'ailleurs par une association qui bénéficiait d'une complicité éditoriale dans un grand journal du matin. Bien, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Donc, le vœu n'est pas adopté. Je vous donne la parole maintenant à Monsieur Paul Maria, qui va rapporter au nom de l'exécutif et en disant tout de suite à tous nos collègues qu'ils peuvent se joindre à ce vœu, qui deviendra dans ce cas-là un vœu du Conseil du 6e arrondissement, s'ils en sont d'accord. Monsieur le maire, mes chers collègues, ce vœu
a vocation à faire écho à une actualité, enfin à plusieurs actualités, et la première étant le sujet de la consommation énergétique, puisqu'il ne vous aura pas échappé que les débats et un certain nombre de villes ont déjà engagé des mesures assez actives pour réduire la consommation énergétique dans le contexte de pénurie que l'on connaît. Et on pourrait aussi évoquer les paramètres, bien évidemment, environnementaux ou même de santé publique, puisque les éclairages sont régulés pour ces raisons. Alors c'est un vœu qui consiste à proposer au commerce du 6e arrondissement d'appliquer strictement la réglementation nationale, qui n'est pas une réglementation récente. Les articles du Code de l'environnement que j'évoque ont été adoptés en première instance en 2010. Et donc avec des rappels, et notamment un arrêté en 2018 qui a reprécisé les règles qui devaient s'appliquer pour les commerces, malheureusement qui n'ont pas toujours été appliquées strictement en France. Et c'est le cas malheureusement aussi de Paris. La règle est rappelée dans le vœu, c'est de interrompre les éclairages commerciaux à 1h du matin au plus tard, ou 1 heure après la cessation d'activité si celle-ci est après 1h du matin. Et de la même manière, de les rétablir à partir de 7h du matin au plus tôt, ou une heure avant le début de l'activité si celle-ci démarre avant 7h du matin. Pour ce qui est des éclairages dérogatoires après 1 heure ou avant 7h, je pense qu'ils sont quand même relativement rares dans le 6e, puisque je connais peu d'activités nocturnes nombreuses dans le 6e. En tout cas, ce vœu vise à rappeler les règles. Ce vœu vise à rappeler les règles d'éclairage de ces commerces. Il y a aussi une finalité pour les commerçants, puisque l'ADEME estime qu'il y a jusqu'à 25% de la consommation des commerces qui est liée à ces éclairages nocturnes. Et donc, le conseil d'arrondissement propose que cette réglementation soit plus strictement appliquée dans le 6e arrondissement. Donc je vous propose, mes chers collègues, si vous en êtes d'accord, de voter ce vœu. Merci beaucoup. Alors, j'ai déjà Séverine de Comprignac qui m'a demandé la parole, et si d'autres conseillers veulent intervenir. Merci Monsieur le maire, et merci Paul de porter ce vœu qu'évidemment je soutiens avec force. On le sait, dans une double crise, une crise climatique évidente, une crise énergétique majeure. Et c'est vrai, tu as raison, cette réglementation existe depuis très longtemps, elle a plus de 10 ans, et à Paris en particulier, il n'y a jamais eu la police nécessaire, la police de cette application de ces réglementations, et c'est dramatique. D'abord, en termes financiers, c'est un coût monumental, et aujourd'hui, on le voit bien, l'énergie n'est plus là, donc il faut vraiment agir. Ceci étant, j'ai été très frappée en rentrant fin août, très tardivement, d'un aéroport autour de Paris, et de traverser ainsi tout Paris vers 2h du matin ou 1h du matin, de voir qu'il y avait, alors on a compté avec mes fils, en gros 9 commerces sur 10 qui étaient complètement éteints, et ce qui représentait par rapport à notre départ début août un total changement. Et je pense que ça y est, même sans police de cette réglementation, les commerces et toutes les activités ont commencé à comprendre que ça leur coûtait très cher et que pour le climat, c'était extrêmement mauvais. Maintenant, je sais qu'il y a encore des immeubles de bureaux en particulier qui ont encore du mal à comprendre que c'est mieux d'éteindre les lumières la nuit, mais je pense que petit à petit, on va arriver, et je pense que c'est effectivement très très important de porter ce sujet. Je te remercie, Paul. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention, Madame Hervieux? Oui, je voulais également, et au nom, je pense, de mes collègues aussi, vous remercier pour ce vœu, que je pense nous voterons tout à fait favorablement. Simplement rappeler l'engagement de la ville de Paris, justement, pour la sobriété énergétique, puisque vous avez sûrement vu qu'il y a une conférence de presse à ce sujet, puisqu'on est dans une rentrée, effectivement, avec la crise énergétique que nous connaissons. Et la ville de Paris a pris un certain nombre d'engagements, justement, pour baisser progressivement nos consommations d'électricité. Alors par exemple, vous avez certainement vu les différentes mesures. Par exemple, on va baisser la température de 1 degré dans tous les bâtiments de la ville, donc en passant de 19 à 18 degrés, sauf pour les bâtiments qui accueillent des publics sensibles, évidemment. Donc je pense aux crèches, aux EHPAD, c'est en discussion pour les écoles maternelles.
Et puis, la température sera réglée à 12 degrés la nuit lorsque les bâtiments seront inoccupés. On va décaler d'un mois la saison de la chauffe hivernale, donc aux vacances de la Toussaint pour les bâtiments administratifs, et on baisse l'intensité de l'éclairage avec l'extinction dès 22 heures à compter de, enfin ça a eu lieu à partir du 23 septembre, des éclairages ornementaux pour les façades extérieures et les monuments municipaux. La tour Eiffel aussi va s'éteindre à 23h45. D'ailleurs, je me suis étonnée, monsieur le maire, parce que la mairie s'était éteinte, la mairie du 6e, mais dimanche, quand je suis passée, il me semble qu'elle était encore allumée. Alors peut-être il me semble qu'il était 22h passé, mais j'imagine que la mairie du 6e... Qui est là, que je remercie vraiment de son action depuis que nous l'avons à la main du 6e dans tous les domaines, c'est avec Monsieur Vincent. Malheureusement, il a eu la main un peu lourde sur l'éclairage de la mairie et de la façade. Et donc, en réalité, depuis dimanche, il n'y a plus l'éclairage que vous connaissez, mais elle ne s'éclaire plus. Donc, ce que vous avez vu, c'est les lampadaires extérieurs. C'est moi-même qui me suis aperçu que l'éclairage que nous avions et que nous allons effectivement interrompre à 22 heures, il y a une mécanique un peu compliquée, si vous voulez, qui se passe ça intervient dans un placard. Et donc là, on est en train d'essayer de rétablir les choses. Mais ça s'arrêterait bien à 22 heures. D'accord, parfait. Merci. Écoutez, je voulais conclure simplement en disant que dans son premier plan climat, la ville a investi, je le rappelle, quand même plus de 1 milliard d'euros dans la transition énergétique. Donc, merci pour votre vœu que nous voterons favorablement. Bien, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Et je note ce que nous a dit Madame de Comprégnac, effectivement, sur les immeubles de bureaux. Alors, on est moins concerné que la Défense, mais on est quand même concerné un peu. Il y a quelques exemples d'immeubles de bureaux dans le 6e arrondissement. Il faudra regarder d'ailleurs la Française, là, l'immeuble qui est à l'angle du boulevard Raspail et de la rue Vavin, là, qui est de type même d'immeuble de bureaux un peu voyant. Question orale de Madame Hervieux relative à la mise en place d'une pépinière sur le toit de l'école Saint-Benoît. Donc nous avons noté votre question. Et si vous le voulez, d'ailleurs vous avez bien fait de la poser parce que on s'en était effectivement soucieux et on n'avait pas de nouvelles. Donc Madame Bocan va vous donner quelques éléments qui figureront. C'est Séverine de Comprignac, pardon. Excusez-moi, Donc, quelques précisions sur cette question, effectivement, qui est importante, c'est la mise en place d'une pépinière sur le toit de l'école Saint-Benoît. On a j'ai plein de précisions à vous apporter. Donc, les actions ont déjà commencé. D'avril à décembre, il y a la création et la mise en place en toiture d'un écosystème de culture, avec une arrivée, j'imagine, vers octobre-novembre, des premières essences d'arbres et des jeunes pousses. De août à septembre, normalement, il y a eu des échanges avec les enseignants, les personnels encadrants de l'école, pour déterminer les programmes d'ateliers et les sorties de l'année scolaire de l'année qui vient de commencer, de l'année scolaire qui vient de commencer. En octobre, la mise en ligne du site internet, de présentation des activités de l'association, et d'octobre à venir jusqu'en juillet prochain, la tenue des ateliers, des sorties par classe et par niveau, au rythme d'1 à 2 ateliers par trimestre selon les classes qui se seront montrées intéressées. Par ailleurs, effectivement, et vous le dites, je pense qu'il serait utile effectivement de faire une réunion avec le conseil de quartier du quartier concerné. Je suis sûre que ma collègue va faire ça très bien. Voilà. On pourra d'ailleurs y associer les élus qui veulent venir. Alors je rappelle que c'est l'association Jungle Urbaine qui a été sélectionnée et qui a bâti un projet beaucoup plus, je dirais, peut-être un peu moins participatif que le projet antérieur qui malheureusement n'avait pas pu être réalisé, qui était très ambitieux puisqu'il prévoyait des cultures vivrières qui auraient été vendues éventuellement ensuite à des restaurateurs du secteur, peut-être également à la caisse des écoles. Là, c'est beaucoup plus orienté vers les arbres, vers les jeunes pousses, vers
mais ça a sans doute un peu pris de retard parce que quand c'est effectivement les informations qu'ils nous avaient données, je pense qu'ils ont dû démarrer lentement avant l'été. En revanche, ils vont sans doute accélérer maintenant. Donc, ce que je propose peut-être, c'est qu'il y ait peut-être une reprise de contact avec Jungle Urbaine et qu'ensuite qu'on voit en liaison avec la directrice de l'école, puisque vous savez que maintenant il n'y a qu'une école polyvalente, Madame Valette, quand est-ce qu'on peut prévoir une visite du site et ou plutôt une rencontre sur site avec les responsables de Jungle Urbaine. Et on y inviterait les élus qui veulent y aller, ainsi que les membres du conseil du quartier Saint-Germain. Puis après, ça nous permettra de rediffuser un certain nombre d'éléments. Merci donc de votre question. Et nous avons ensuite une question de Monsieur Comet relative à l'Académie de la Grande Chaumière, qui était donc très précise. Et qui se basait sur différents éléments. Je donne la parole à Monsieur Flaubert qui va vous apporter certaines informations, même si le caractère privé et notamment le fait qu'il y a actuellement un contentieux entre les occupants actuels et le propriétaire nous oblige à être très prudents dans les informations que nous pouvons vous donner, car à chaque fois que j'ai donné des informations dans le journal Notre Sixième, j'ai fait donner des informations, ça m'a valu un droit de réponse immédiat de l'autre partie. Donc, nos séances étant filmées et diffusées sur le site Internet, je ne souhaiterais pas que certains d'entre nous soient mis en cause éventuellement judiciairement pour fausses informations ou informations détournées par une des parties prenantes et en l'occurrence par les occupants actuels. Après, on redonnera oralement, éventuellement, à certains d'entre nous des informations orales, éventuellement. On vous redonnera des informations orales. Monsieur Flaubert, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, pour répondre à la question de Monsieur Comet, chers collègues, donc effectivement, c'est un dossier qui nous intéresse tous, et de ça depuis un temps certain. Alors, pour répondre à vos questions, on va dire factuelles, pour autant qu'on puisse avoir les informations, puisque effectivement le bien appartient, comme Monsieur le maire l'a rappelé, à une personne privée. C'est pas pour le redire quand même, le cadre général, c'est pas un bien qui appartient à la mairie de Paris. Donc tout d'abord, sur les témoins et la sécurisation, l'Académie Charpentier nous a indiqué qu'un étaiement et une sécurisation avaient été effectués en juin 2019. Sur effectivement le conflit interne, on va dire, entre le propriétaire et les occupants, comme l'a justement indiqué Monsieur le maire, nous, conseil d'arrondissement, on n'a pas à s'immiscer ou avoir un avis ou autre. C'était, on va dire, un contentieux ou en tous les cas des discussions qui ont lieu entre un occupant privé et des occupants privés, un propriétaire privé. Même s'il semblerait que ces discussions soient relayées dans la presse, si j'ai bien compris, cet été. Sur le dépôt du permis de construire, ça c'est un élément, on va dire, un peu plus tangible de savoir où on en est. Donc le dépôt n'a pas encore été effectué. Le cabinet d'architectes qui suit le dossier est en cours de préparation du dépôt et on nous indique que le dépôt du permis de construire pourrait être effectué au plus tard le mois prochain. On nous a indiqué pour le 10 octobre, en tous les cas pour octobre, donc dépôt du permis en octobre. Et après, on connaît tous les délais d'instruction, de pièces complémentaires, éventuellement de recours, d'obtention d'une autorisation d'urbanisme définitive. On va pas y revenir aujourd'hui, mais pour répondre précisément à votre question, on se orienterait vers un dépôt du permis en octobre, donc le mois prochain. Par ailleurs, sur la présentation publique du projet et on va dire culturel et artistique, là aussi c'est un petit peu difficile de contraindre un privé à utiliser un bâtiment ou en tous les cas à faire les choses comme vous le souhaiteriez ou comme nous le souhaiterions. En revanche, bien évidemment, il y a des contacts qui ont lieu entre la mairie d'arrondissement et le cabinet d'architecture et bien sûr entre la mairie centrale, notamment avec ses services pour ce qui est du dépôt du permis de construire. Et puis enfin, sur le point
inscription, donc ISMH, inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le dossier est en cours, on va dire qu'il est en cours d'instruction auprès d'un conservateur. Alors, à ma connaissance, on n'est pas encore au niveau CRPA, c'est-à-dire au dépôt du dossier et à l'approbation de l'inscription par la commission compétente au niveau régional, mais le dossier, on va dire, est en cours de préparation pour un dossier d'inscription à l'inventaire supplémentaire. Mais là aussi, ce sont des procédures qui sont particulièrement longues. Un vœu avait été émis en janvier 2021, effectivement. Donc, à notre connaissance, c'est un processus qui est en cours pour l'inscription du bien à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Voilà la réponse qu'on pouvait apporter à vos questions. Non, les mégots. Oui, j'ajoute que si vous voulez le dépôt de permis de construire intervenant, il va y avoir une instruction assez longue sans doute par les services de la mairie de Paris. Il y aura un avis sollicité auprès du maire d'arrondissement. Le projet va être rendu public. Après, il faut qu'ils passent la rampe dévoyée. Normalement, ils ont quand même pris les contacts nécessaires des architectes des bâtiments de France. Et après, on peut peut-être imaginer, si parallèlement les contentieux sont aplanis, comme par exemple, même si ça n'a pas de lien direct, comme par exemple les contentieux ont été aplanis sur le 110 rue de Vaugirard, on peut imaginer après, effectivement, peut-être une présentation au moins littéraire avant le début des travaux. Après, la question se posera éventuellement du recasage des activités de la Grande Chaumière. Et là, on avait saisi la ville, on avait saisi la direction des affaires culturelles pour qu'éventuellement tout ou partie des activités soient éventuellement réimplantées, si possible, au 80 boulevard du Montparnasse, côté 14e, où vous avez des ateliers beaux-arts et où la ville pourrait éventuellement abriter tout ou partie des activités de l'Académie de la Grande Chaumière. Voilà, mais ça reste... Malheureusement, entre la Covid, ça reste une opération, bien sûr, difficile. Mais je vous en prie, monsieur le conseiller. Oui, merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le conseiller, pour votre réponse. Je pensais quand même qu'il y avait un consensus autour de la table pour dire que, bien qu'il s'agisse de personnes privées, de propriétaires privés, de locataires privés, de tout ce qu'on veut de privé, il y avait un intérêt du conseil d'arrondissement pour suivre et regarder ce qui se passait dans un établissement aussi emblématique que la Grande Chaumière. Donc répondre, tout ça c'est du privé, circuler, il n'y a rien à voir, me semble quand même un petit peu difficile. Que la présentation publique ne soit pas une obligation, c'est bien évident, et c'est bien pour ça qu'on la demande, sinon elle serait de droit. Et enfin, pour l'inscription au titre des monuments historiques, il me semble me souvenir que lorsque nous avons discuté du vœu, le processus était déjà lancé. Donc ça veut dire qu'il a plus de 2 ans, et le chantier est suivi de près par un conservateur, certes de près, mais tranquillement. En réalité, c'est l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et ça ne veut pas dire, au contraire, que l'inscription pourra avoir lieu après les travaux. Le problème, c'est que ces ateliers ont terriblement vieilli. Il y a des problèmes d'électricité, ça peut prendre feu à tout instant. Vous avez une partie des structures qui sont prêtes de s'effondrer, donc il faut que des travaux aient lieu. Normalement, les travaux permettront de conserver le caractère historique, notamment du grand atelier le plus connu, celui qui a donné lieu à beaucoup de gravures. Si c'est pas le cas, et si l'architecte, ça sera bloqué par la ville. Donc ça, on le verra bien. Mais pour le moment, le dossier n'avait fait l'objet que de contacts privés ou partiels, si vous voulez, avec certains d'entre nous, et surtout le contentieux naissant qui est né, ce que nous ne savions pas, entre le nouveau propriétaire et les occupants actuels, ont compliqué considérablement les choses. Et puis bien sûr la crise sanitaire, comme partout, a ralenti les choses. Mais c'est un sujet qui reste d'actualité, et j'ai bon espoir que on arrive tous ensemble avant la fin de la mandature
sinon inauguré, en tout cas avoir à sortir par le haut de ce dossier, qui est d'ailleurs, comme vous le dites très bien, un des derniers vestiges de Montparnasse, hein, la tour Montparnasse ayant été une véritable bombe atomique pour le quartier. Donc merci, et je voulais vous dire que au titre des affaires diverses, je voulais remercier particulièrement notre collègue Madame Kiss, car c'est, si je me rappelle bien, votre origine que vous aviez posé, je me rappelle plus si c'est vous trois ou vous seuls, un vœu commun donc sur les mégots. Et là, je tenais à remercier Julia Boichard qui a beaucoup travaillé sur cette affaire et qui nous a permis de trouver une société qui pourra, après avoir fait un petit appel d'offres in extenso, interne à la mairie, si je puis dire interne à la mairie, nous avons regardé un certain nombre de sociétés, on vous en donne le résumé ici, on va donc pouvoir faire recycler les mégots qui sont collectés via les cendriers qui sont répartis sur le territoire du 6e arrondissement. Voilà. Donc merci à, vous voyez que c'est un travail, c'était un peu compliqué puisqu'il fallait, vous l'avez vu d'ailleurs, il y avait des sociétés qui nous ont répondu de façon très difficile, avec des prix très différents, et nous avons réussi à trouver une solution qui nous permette un recyclage. Et a priori, on garderait la même association d'insertion pour la collecte. Pour la collecte, c'est le cas de l'intervenant actuel, même si nous observons que malheureusement les intervenants au sein de cette association ont tendance à changer un peu trop rapidement. Voilà, et puis on vous donne une information sur la réouverture de la bibliothèque André Malraux qui devrait intervenir si aucune catastrophe n'apparaît, qui devrait intervenir le 30 septembre. Voilà une bonne chose, mes chers collègues. Voilà, et puis le prochain conseil d'arrondissement se tiendra le 2 novembre. Donc s'il n'y a pas de demande d'intervention, Monsieur Comet, Madame Berthomier, alors honneur à Madame Berthomier peut-être, et après Monsieur Comet. Merci beaucoup. Alors je voulais vous dire un mot du forum de l'emploi et de la formation qui aura lieu demain à la mairie du 6e arrondissement. Donc on accueillera, donc c'est à l'initiative évidemment de Monsieur le maire et de mon collègue Paul Maria qui est ici, avec l'aide très active de Guillaume Godet que je remercie. Donc on accueillera une 50aine de stands de diverses entreprises, institutions, collectivités, etc. Je voulais attirer votre attention sur les 2 tables rondes qui auront lieu demain. La première concerne les métiers de l'environnement à 10h30. Ici même en salle des mariages, et j'ai aussi une petite pensée spéciale pour celle qui aura lieu à 15h demain, puisque on traitera de la question du handicap avec 3 personnes qui interviendront dans cette table ronde. Une première qui est coordonnatrice de l'association Accès, un monsieur qui est directeur général d'un cabinet conseil Atout et Handicap, et un intervenant du groupe DRH, du groupe Casino, donc qui fait partie de la DRH et qui viendra parler de la politique de recrutement du groupe en matière de personnes en situation de handicap. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir organisé ce forum, merci d'avoir pris en compte le handicap pour demain, et puis je me réjouis de cet événement. Collègue, Monsieur Comet, pardon. Oui, merci Monsieur le maire. Je vais devenir le Caton du 6e arrondissement, mais au lieu de dire Delenda Est Carthago, je vais attirer à nouveau l'attention sur la vitrine de la librairie, de la nouvelle librairie rue de Médicis, qui est toujours dans l'état dans lequel on l'a connue il y a 2 ans et qui, à mon avis... C'est même aggravé, je crois. Oui, je pense qu'elle s'est aggravée. Alors, je ne suis pas un spécialiste et je me suis bien gardé de balancer un coup de poing dans la vitrine pour voir si elle s'effondrait. Il est mal, oui. Mais je continue à penser que non seulement ça ne correspond pas vraiment au standing de la rue de Médicis, mais en plus, ça peut être dangereux parce que... si un enfant dérape et se tape la tête, ça risque d'être ennuyeux et le propriétaire ne fait visiblement absolument rien. Alors, on va demander à Monsieur Vincent, qui est là, de saisir la direction de l'urbanisme et le paysage de la rue pour qu'il y ait
une démarche qui soit faite par la mairie de Paris. Après, ça peut être peut-être que c'est une forme de victimisation, ça peut être une forme de victimisation du libraire, mais effectivement, vous avez raison, si c'est un danger potentiel, là, effectivement, il faut agir. Donc, compte tenu de votre intervention, il faut agir, il faut se prémunir, et donc il faut effectivement que la direction de l'urbanisme pose la question officiellement, ou envoie une lettre. Et comme ça, d'ailleurs, ça nous permettra d'être, quoi qu'il arrive, d'être couvert au-delà, effectivement, de l'inesthétisme de la situation. Mes chers collègues, Madame Hervieux, oui. Une simple remarque sur le forum de l'emploi. Merci beaucoup pour cette information. Du coup, je découvre à l'instant le forum emploi du 6e, donc je suis ravie de l'apprendre. C'est juste dommage de l'apprendre quand même la veille. Enfin, non, mais je vois qu'il est sur le site. Mon cher. Oui, mais n'hésitez pas quand même à nous envoyer l'information. Non, mais on a trop d'informations, en amont. Ça c'est clair. Et juste du coup une question, est-ce que peut-être que vous n'aurez pas la réponse, mais je vois dans les intervenants sur le service public, puisque c'est quand même un forum qui vise donc à recruter, et vous savez qu'on est dans une pénurie de recrutement pour les personnels de la petite enfance notamment, et je ne vois pas du tout dans les services publics, je sais pas, il y a Ville de Paris. Donc je ne sais pas si la DFPE, si vous avez été en lien avec la DFPE pour... Si, il n'a pas le droit de parler, mais il acquiesce de... Oui, ça a été le cas. D'accord. Ça a été bien fait. Parce que c'est vraiment l'occasion de les inclure dans ce type d'événement en mairie. Il y a de mémoire, il y a la DFPE, il y a les services de la ville de Paris, la région... voilà. Et pour la ville, il y a DPMP et il y a petite enfance. Voilà. Et... on pourrait demander aussi des soignants, des médecins, des enseignants, oui, peut-être un jour des maires. Tout est possible. Mes chers collègues, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite la meilleure soirée possible.